pathétique et parfaite. Moi, Antoine, 32 ans, je pensais qu'organiser notre fête de fiançailles serait le moment le plus heureux de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu l'instant où j'ai enfin vu ma famille pour ce qu'elle était vraiment et j'ai décidé que j'en avais assez. Ma fiancée Chloé et moi sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avions économisé pendant des mois pour organiser une belle réception dans une petite salle des fêtes en périphérie de Lyon. Rien d'extravagant, mais quelque chose de charmant pour les personnes qui comptaient pour nous. Nous avons renvoyé les invitations 3 semaines à l'avance, réservé le traiteur, commandé les fleurs et même engagé un petit groupe de jazz. Tout se mettait en place parfaitement. C'est à ce moment-là que ma mère, Catherine, m'a appelé. Elle a commencé la conversation de manière assez normale, prenant des nouvelles des préparatifs et demandant si nous avions besoin d'aide. J'étais honnêtement reconnaissant de son intérêt car elle s'était montrée plutôt distante vis-à-vis de notre relation depuis le début. Chloé vient d'une famille d'ouvriers très modeste et, bien que ma mère n'ait jamais rien dit de manière frontale, ses remarques subtiles au fil des ans montraient clairement qu'elle pensait que je pouvais trouver mieux. Mais soudain, la conversation a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas. Maman a mentionné que ma sœur, Léa, traversait une période très difficile ces derniers temps. Son petit ami avec qui elle était depuis 2 ans l'avait quittée il y a environ 1 mois et elle vivait chez mes parents, pleurant tous les jours et mangeant à peine. Maman a dit que Léa avait l'impression que tout le monde autour d'elle avançait dans la vie alors que la sienne s'effondrait. J'ai exprimé ma sympathie. Les ruptures sont douloureuses et malgré notre relation compliquée, je ne voulais pas voir ma sœur souffrir. Mais c'est là que maman a lâché la bombe qui a tout changé. Elle a suggéré que nous devrions peut-être reporter la fête de fiançailles de quelques mois, le temps que Léa se sente mieux. Elle a expliqué qu'avoir une grande célébration en ce moment serait un manque de tact total vis-à-vis de l'état émotionnel de ma sœur. Maman présentait les choses comme si notre bonheur allait d'une manière ou d'une autre aggraver la douleur de Léa. J'étais sidérée. J'ai dit à maman que nous avions déjà versé les acomptes, envoyé les invitations et que nos amis avaient déjà bloqué leur week-end. Mais elle a insisté, affirmant que la famille devait passer avant tout et qu'un frère vraiment aimant comprendrait les besoins de sa sœur. Puis vint le coup de grâce. Maman a déclaré que ma sœur méritait d'avoir toute l'attention et le soutien de la famille en ce moment. Elle a littéralement utilisé ces mots, disant que Léa méritait l'attention plus que nous. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas la première fois que ma sœur était le centre de tout. En grandissant, chaque réunion de famille, chaque fête, chaque étape importante était devenue une affaire tournant autour d'elle. Quand j'ai obtenu mon bac avec mention très bien, la conversation pendant le dîner a tourné autour de l'anxiété de ma sœur concernant sa rentrée en seconde. Quand j'ai obtenu ma première promotion en tant que chef de projet, maman a passé tout l'appel de félicitations à parler des difficultés de Léa à trouver un stage. Ma sœur avait toujours été dramatique, mais mes parents l'encourageaient. Chaque petit ami qui partait était traité comme une tragédie grecque. Chaque petit contretemps dans sa vie devenait une crise familiale exigeant l'énergie et l'attention de tous. Et d'une manière ou d'une autre, mes réussites et mes moments de joie étaient toujours mis de côté pour s'adapter à ses besoins émotionnels. Mais là, c'était ma fête de fiançailles. C'était censé être à propos de Chloé et moi commençant notre vie ensemble. J'ai dit à maman que je comprenais que Léa souffre, mais que l'annulation de notre fête n'était pas la solution. J'ai suggéré que Léa ne vienne pas à la fête si voir des couples heureux était trop douloureux pour elle, et que nous pourrions prévoir quelque chose de spécial pour elle une autre fois. Le ton de maman a changé immédiatement. Elle m'a accusé d'être égoïste et sans cœur. Elle a dit que je privilégiais une fête au détriment de la santé mentale de ma sœur. Elle a même suggéré que Chloé me montait contre ma famille, ce qui m'a fait bouillir le sang. La conversation s'est mal terminée, maman a raccroché après avoir dit qu'elle était déçue de l'homme que j'étais devenu. J'ai passé les 2 jours suivants à ruminer. Chloé a été d'un soutien incroyable, me disant qu'elle serait d'accord pour reporter si je pensais vraiment que c'était nécessaire. Mais plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pourquoi notre bonheur devait-il toujours passer au second plan derrière les drames de Léa? C'est alors que ma sœur m'a appelée. Elle a commencé à pleurer tout de suite, me disant à quel point elle était blessée que je ne veuille pas reporter la fête pour elle.
Elle a dit qu'elle se sentait abandonnée par tout le monde et que me voir célébrer l'amour juste après la fin de sa relation était comme une gifle. Elle m'a supplié de comprendre qu'elle avait juste besoin que sa famille la soutienne dans cette période difficile. Quelque chose dans sa façon de le dire sonnait faux, comme si elle jouait sa tristesse plutôt que de la vivre sincèrement. Je me suis rappelé toutes les fois où elle avait fait des coups similaires. Les maladies mystérieuses pendant ma remise de diplôme. La crise de larmes spectaculaire au mariage de ma cousine qui a obligé 3 membres de la famille à partir plus tôt pour la consoler. J'ai dit à ma sœur que j'étais désolée qu'elle souffre, mais qu'annuler notre fête n'allait pas régler ses problèmes. Je lui ai proposé de l'aider d'une autre manière, en payant quelques séances de thérapie ou en l'aidant à redécorer son appartement, ou même en organisant un dîner en famille juste pour elle quand elle irait mieux. Mais ce n'était pas suffisant. Elle m'a accusé de ne pas l'aimer, de choisir des inconnus plutôt que ma propre chair, d'être cruelle. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi seule et que mon égoïsme aggravait sa dépression. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai dit à ma sœur que si assister à notre fête de fiançailles allait être si traumatisant pour elle, elle n'avait pas besoin de venir. En fait, j'ai ajouté qu'il serait peut-être préférable que toute la famille s'abstienne de venir. De cette façon, elle pourrait avoir toute leur attention ce week-end-là et nous pourrions faire la fête avec des gens qui voulaient vraiment être présents. Le silence à l'autre bout du fil a duré presque 30 secondes. Puis ma sœur a explosé. Elle a hurlé que je ne pouvais pas désinviter la famille, que j'étais ridicule et vindicatif. Elle a dit que je gâchais tout et que papa et maman ne me le pardonneraient jamais. Je suis restée calme et je lui ai dit que la décision était prise. J'ai dit que j'appellerais maman et papa pour leur faire savoir qu'ils n'étaient plus attendus à la fête et que nous ferions un dîner de famille séparé plus tard, quand tout le monde serait prêt à célébrer réellement nos fiançailles. Puis j'ai raccroché. Le téléphone s'est mis à sonner immédiatement. D'abord ma sœur, puis maman, puis papa, puis encore ma sœur. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie. J'avais besoin de temps pour réfléchir clairement avant de gérer le drame inévitable. Chloé m'a trouvé assis dans notre cuisine, fixant mon téléphone silencieux. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a demandé si j'étais sûre que c'était ce que je voulais faire. J'ai réalisé que c'était la première fois depuis des années que je me sentais totalement certain d'une décision concernant ma famille. J'ai rappelé maman ce soir-là. Elle était furieuse, m'accusant de faire un caprice et de punir toute la famille parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Elle a dit que j'étais immature et que ma sœur avait besoin de soutien, pas d'être abandonnée. J'ai expliqué que je ne punissais personne. Je choisissais simplement de m'entourer de gens qui voulaient célébrer notre bonheur au lieu de ceux qui le voyaient comme un inconvénient. J'ai dit à maman que l'invitation était retirée non pas par méchanceté, mais par instinct de conservation. Maman a menacé que si j'allais au bout de cette idée, il y aurait de graves conséquences pour notre relation. Elle a dit que je la forçais à choisir entre ses enfants et que ce que je faisais était impardonnable. Je lui ai répondu qu'elle avait déjà choisi. Elle avait choisi le confort de ma sœur au détriment de mon bonheur, comme elle l'avait toujours fait. Et maintenant, je choisissais ma propre tranquillité d'esprit plutôt que le chaos familial. Papa, Jean-Pierre, a essayé une approche différente quand il a appelé plus tard. Il a tenté de jouer les médiateurs, suggérant que nous pourrions tous trouver un compromis. Peut-être pourrions-nous maintenir la fête, mais dédier un moment durant la soirée pour reconnaître la période difficile que traversait Léa. Ou peut-être pourrions-nous en faire une célébration plus petite et plus discrète. J'ai apprécié la tentative de mon père de trouver un terrain d'entente, mais j'ai réalisé que chaque suggestion consistait encore à adapter mon bonheur aux émotions de ma sœur. J'ai demandé à papa quand est-ce qu'il était devenu de ma responsabilité de gérer les sentiments de Léa et pourquoi notre joie était toujours secondaire par rapport à sa douleur. Papa n'a pas eu de réponse convaincante. La semaine précédant la fête a été un enfer. Des membres de la famille élargie ont commencé à appeler, ayant eu vent de l'histoire par le bouche à oreille. Certains soutenaient ma décision, disant qu'ils voyaient Léa monopoliser l'attention depuis des années et qu'ils étaient contents que quelqu'un tienne enfin tête. D'autres pensaient que j'étais trop dure et m'incitaient à reconsidérer ma position. Ma sœur a même essayé d'appeler directement Chloé, pleurant et la suppliant de me convaincre de changer d'avis.
Chloé l'a écouté poliment, mais a dit à Léa qu'elle soutenait ma décision à 100% et que nous avions hâte de faire la fête avec ceux qui voulaient sincèrement partager notre bonheur. 3 jours avant la fête, maman a fait une dernière tentative. Elle s'est présentée à notre appartement à Lyon sans prévenir, avec ma sœur à ses côtés. Les yeux de Léa étaient rouges et gonflés, elle semblait vraiment dévastée. Pendant un instant, j'ai failli flancher. Maman a dit qu'elles étaient venues s'excuser et demander une seconde chance. Elle a admis qu'il m'avait peut-être mis trop de pression pour satisfaire les besoins de Léa, et qu'elle comprenait pourquoi j'étais en colère. Mais ensuite, Léa a commencé à parler. Elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle pourrait peut-être supporter de venir à la fête après tout, si nous pouvions juste faire quelques petits ajustements. Pourrions-nous éviter les discours sur l'amour et les projets d'avenir? Pourrions-nous ne pas passer de musique trop romantique? Pourrions-nous nous assurer qu'elle ne soit pas assise près de couple? Je l'ai regardée avec incrédulité. Même dans ses excuses, elle essayait de remodeler notre fête de fiançailles autour de ses besoins émotionnels. Elle voulait assister à notre célébration de l'amour, mais sans que l'on célèbre réellement l'amour. Je leur ai dit à toutes les deux que l'invitation restait annulée. J'ai dit que j'appréciais leur venue, mais que leur présence à la fête serait clairement une source de stress pour tout le monde. J'ai suggéré que nous planifions un dîner de famille dans quelques semaines où nous pourrions partager des photos et un morceau de gâteau. Le calme de façade de maman s'est brisé. Elle m'a traité d'égoïste et d'enfant gâté, disant que je détruisais notre famille pour une simple fête. Elle a prédit que je regretterais cette décision toute ma vie et que ma sœur ne me pardonnerait jamais. Léa s'est remise à pleurer de plus belle, disant qu'elle avait l'impression de perdre son frère pour toujours. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je suis restée ferme. Je leur ai dit que je les aimais, mais que je refusais de sacrifier mon bonheur pour la paix familiale plus longtemps. J'ai dit que ce cycle devait s'arrêter quelque part, et que c'était ici que je fixais la limite. Elles sont parties, mais pas avant que maman ne lance une dernière menace. Elle a dit que si j'allais au bout de cela, je ne devais pas m'attendre à les voir à notre mariage non plus. Elle a dit que je choisissais la famille de ma fiancée plutôt que la mienne et qu'il y aurait des conséquences. J'ai répondu que c'était son choix à elle. Mise à jour 1. La fête de fiançailles a été incroyable sans l'ombre pesante du drame familial. J'ai pu réellement profiter de la soirée. Nos amis étaient fantastiques. La famille de Chloé a été chaleureuse et d'un soutien sans faille, et même certains membres de ma famille éloignée qui étaient au courant de la situation ont fait un effort supplémentaire pour montrer leur affection. Mon cousin a fait un discours sur le bonheur qu'il ressentait à me voir avec quelqu'un qui faisait ressortir le meilleur de moi-même. Le père de Chloé m'a accueilli dans leur famille avec un enthousiasme sincère. Plusieurs amis ont partagé des anecdotes drôles sur notre couple qui ont fait rire tout le monde. C'était tout ce que j'avais espéré. Joyeux, aimant, et centré sur notre avenir commun. Mais la véritable validation est venue des personnes qui m'ont approché tout au long de la soirée. Plusieurs amis de la famille ont mentionné à quel point c'était agréable d'assister à un événement familial qui n'était pas éclipsé par des tensions. Un de mes oncles m'a même remercié d'avoir eu le courage de briser le cercle vicieux qui dominait nos réunions depuis des années. Chloé était radieuse, libérée du stress de devoir gérer ma famille. Elle a pu se détendre et s'amuser vraiment. La voir rire et danser avec des gens qui se souciaient sincèrement de nous m'a rendu plus certain que jamais d'avoir fait le bon choix. La fête s'est terminée vers minuit et alors que nous rangions, Chloé m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi aimée. Elle a dit qu'elle comprenait enfin ce que les célébrations familiales étaient censées être. Pendant ce temps, mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la soirée avec des messages de plus en plus frénétiques de ma famille. Je ne les ai lus que le lendemain matin. Mise à jour 2. Les messages étaient un mélange de colère, de culpabilisation et de tentatives désespérées de manipulation. Maman avait envoyé 17 SMS allant des accusations de cruauté aux menaces concernant le mariage, en passant par des déclarations dramatiques sur la façon dont j'avais brisé le cœur de la famille. Les messages de ma sœur étaient encore plus délirants. Elle avait commencé par m'envoyer des photos d'elle en train de pleurer, puis de longs textes confus expliquant que la famille ne serait plus jamais la même. Elle m'accusait de préférer des étrangers à mes propres liens de sang. Mais le message le plus révélateur est venu de mon père vers 23 heures.
Il écrivait que maman et ma sœur avaient passé la journée entière à pleurer et à appeler tous les membres de la famille pour se plaindre de mon comportement. Il disait que la maison ressemblait à un funérarium et qu'il ne savait pas comment arranger les choses. Ce qui m'a frappé, c'est que nulle part dans ces messages il n'y avait la moindre reconnaissance du fait que nous venions de célébrer nos fiançailles. Pas de félicitations, pas de bons vœux, aucune question sur le déroulement de la soirée. Tout tournait autour de leurs sentiments blessés et de ma prétendue cruauté. J'ai montré les messages à Chloé et elle a juste secoué la tête. Elle a dit qu'on aurait dit qu'ils avaient complètement oublié que c'était nous qui nous marions. J'ai décidé de répondre par un unique message de groupe. Je leur ai dit que la fête avait été merveilleuse et que nous nous étions sentis très aimés par les personnes présentes. J'ai ajouté que j'espérais qu'ils pourraient trouver dans leur cœur la force d'être heureux pour nous, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ma décision. La réponse a été immédiate et explosive. Maman m'a traité d'égoïste et a dit que je me pavanais. Ma sœur m'a accusé de leur frotter mon bonheur au visage. Papa a essayé d'être la voix de la raison mais insistait toujours pour que je m'excuse pour arranger les choses. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas vraiment à propos de la fête. C'était une question de pouvoir et de contrôle. Pendant des années, ma famille avait fonctionné selon une règle tacite disant que les besoins émotionnels de Léa passaient en premier. En refusant de suivre cette règle, je remettais en question toute la dynamique familiale. Ils n'étaient pas vraiment tristes d'avoir manqué la fête. Ils étaient furieux que j'aie osé donner la priorité à mon propre bonheur plutôt qu'à leur dysfonctionnement. Mise à jour 3. 3 semaines après la fête, ma sœur s'est présentée à mon travail. Elle avait réussi à passer l'accueil et attendait dans le hall quand je suis revenue de déjeuner. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux mal coiffés, des vêtements trop larges, des cernes sous les yeux. Elle a immédiatement commencé à pleurer et à me supplier de lui parler. Elle a dit qu'elle faisait des crises de panique depuis la fête et que son thérapeute lui avait dit qu'elle avait besoin de mettre les choses au clair avec moi pour avancer. J'ai accepté de sortir parler avec elle, surtout parce que je ne voulais pas faire de scène sur mon lieu de travail. Ma sœur s'est lancée dans un discours préparé, disant à quel point elle était désolée et qu'elle avait réalisé que son comportement avait été déraisonnable. Elle disait avoir été tellement consumée par sa propre douleur qu'elle n'avait pas pensé à la mienne. Cela semblait sincère et pendant un instant, j'ai cru que nous pourrions résoudre cela. Mais ensuite, elle en est venue à la vraie raison de sa venue. Elle a dit que maman était tellement déprimée par notre dispute qu'elle avait cessé de manger correctement et ne dormait plus. Elle a dit que papa s'inquiétait pour la santé de maman et que toute la famille s'effondrait. Elle m'a supplié de venir dîner ce week-end pour que nous puissions tous nous réconcilier. J'ai demandé ce qui se passerait lors de ce dîner. Y aurait-il de vraies excuses pour avoir essayé d'annuler nos fiançailles? Reconnaîtraient-ils que leur comportement avait été inapproprié? Le visage de ma sœur s'est décomposé. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions simplement laisser le passé derrière nous et nous concentrer sur la guérison de la famille. Elle a dit que garder de la rancœur n'était pas sain. J'ai réalisé qu'elle voulait une réconciliation sans responsabilité. Elle voulait que la paix revienne sans que personne n'admette avoir eu tort. Elle voulait que je prétende que rien ne s'était passé pour que tout redevienne comme avant. J'ai dit à ma sœur que j'étais prêt à travailler sur notre relation, mais pas si cela signifiait ignorer les problèmes profonds révélés par cette histoire. J'ai dit que j'avais besoin de voir un vrai changement, pas juste une mise en scène de remords. Elle s'est mise en colère à ce moment-là, abandonnant son air désolé. Elle a dit que j'étais impossible et que je détruisais la santé de maman par mon entêtement. Elle m'a accusé de préférer avoir raison plutôt que d'avoir une famille unie. C'est là que j'ai su que rien n'avait changé. Elle essayait toujours de me manipuler, juste avec une tactique différente. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que venir à mon travail pour me mettre la pression n'était pas acceptable. Elle est partie en pleurant, mais cette fois, je n'ai pas culpabilisé. Le soir même, maman m'a appelée. Elle était furieuse que j'ai encore fait pleurer ma sœur et m'a traitée de cruelle. J'ai fini par perdre patience. J'ai dit à maman que j'en avais assez d'être responsable des sentiments des autres alors que les miens étaient systématiquement ignorés. J'ai dit que tant qu'elle ne pourrait pas admettre qu'annuler notre fête aurait été une erreur, nous n'avions plus rien à nous dire. Maman m'a raccroché au nez après avoir dit que je n'étais plus le fils qu'elle avait élevé.
Mise à jour finale. Cela fait maintenant 2 mois et le calme est revenu. Ce drame familial m'a d'abord semblé écrasant, mais je réalise que j'ai fait le bon choix. Chloé et moi nous sommes rapprochés. Elle m'a vu défendre notre couple et notre avenir. Nous avons commencé à organiser notre mariage et nous avons décidé de faire quelque chose de petit et intime. Nous n'invitons que les personnes qui célèbrent sincèrement notre amour. Certains membres de ma famille m'ont contacté en privé pour m'exprimer leur soutien. Ma tante m'a dit qu'elle attendait depuis des années que quelqu'un tienne tête aux caprices de Léa. Quant à ma famille proche, nous sommes dans une sorte de guerre froide. Maman envoie parfois des messages culpabilisant lors des fêtes. Ma sœur raconte à qui veut l'entendre que je l'ai abandonnée, se posant en victime. Papa essaie de garder le contact mais il est coincé au milieu. Le plus étrange, c'est à quel point je me sens plus léger. Pendant des années, je redoutais les réunions de famille parce qu'il fallait toujours gérer les émotions de ma sœur ou marcher sur des œufs avec maman. Maintenant, les événements familiaux sont une option et non plus une obligation. La famille de Chloé m'a pratiquement adoptée et je découvre enfin ce qu'est une dynamique familiale normale. Ses parents s'intéressent à mon travail sans ramener la conversation à quelqu'un d'autre. Ses frères et sœurs m'incluent dans leurs discussions sans drame caché. Je sais que certaines personnes pensent que j'ai surréagi pour une simple fête, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas à propos d'une soirée. C'était à propos d'une vie entière passée à être au second plan. La fête de fiançailles a été le moment où j'ai enfin eu quelque chose qui valait la peine de se battre. Ma sœur méritait du soutien, mais pas au prix de notre bonheur. Mes parents méritaient du respect, mais pas une obéissance aveugle à des exigences déraisonnables. Et je mérite de célébrer ma vie sans avoir à m'excuser d'être heureux. La crise de nerfs qui a suivi quand je les ai désinvités était pathétique, mais elle était aussi parfaite car elle m'a montré exactement à qui j'avais affaire. Je n'ai aucun regret d'avoir choisi mon propre bonheur plutôt que le dysfonctionnement familial. Si cela me rend égoïste, alors je l'accepte. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'encourager un comportement toxique, même s'il vient de sa propre famille. Cette histoire met en lumière un problème que beaucoup de gens rencontrent sans oser le nommer, le favoritisme parental et l'enfant roi qui finit par vampiriser toute l'attention au détriment de ses frères et sœurs. En France comme ailleurs, la pression sociale pour pardonner à la famille sous prétexte que le sang est plus fort que tout est immense. Pourtant, Antoine a eu raison de poser une limite claire. Ce n'est pas l'acte de désinviter qui est radical, c'est le comportement de la famille qui l'a poussé dans ses retranchements. Lorsqu'une famille utilise la culpabilité et la maladie pour manipuler un de ses membres, on sort du cadre de l'amour pour entrer dans celui de l'emprise. La réaction de la mère, menaçant de ne pas venir au mariage, montre bien que pour elle, l'amour est conditionnel à l'obéissance. Bravo à ce futur marié d'avoir protégé sa fiancée et son futur foyer. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la famille doit passer avant tout, même quand elle devient toxique, ou pensez-vous qu'Antoine a eu raison de privilégier sa propre paix mentale pour ses fiançailles ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où vous avez dû poser des limites strictes avec vos proches pour protéger votre propre bonheur ? Dites-le moi dans les commentaires.